Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le plan de formation SPS du COLID. J'espère que vous m'entendez bien. Le webinaire va avoir lieu à la fois en français et en anglais. Donc, je vous invite à activer le service d'interprétation pour pouvoir écouter la version intégrale dans la langue qui vous convient le mieux. Pour activer l'interprétation, vous regardez en bas de votre écran. Vous trouverez soit directement un petit globe avec interprétation noté en dessous, ou sinon vous pourriez avoir aussi juste un bouton avec trois petits points indiquant plus. Vous cliquez sur ces trois petits points indiquant plus et alors vous trouverez le petit globe interprétation et vous pouvez choisir le canal audio qui vous convient le mieux. Voilà un peu pour les explications pratiques. Donc, juste très rapidement, aujourd'hui, l'agenda, on va commencer par une introduction par ma collègue Nursel Gumuzboga. Ensuite, je ferai un petit point sur le plan de formation de façon globale. Qu'est-ce que c'est? Avant de laisser la parole à notre expert Bruno Schiffers pour aller plus en détail sur le plan SPS en particulier, donc sanitaire et phytosanitaire. Et puis, on terminera la séance avec un témoignage de la DPV sénégalaise avec Madame Assa Diouf et une section questions et réponses pour vous pour pouvoir aussi nous partager vos pensées et savoir quelles clarifications vous souhaiteriez avoir. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Nursel. Bienvenue à tous. Je vais être très brève. Je voudrais simplement vous rappeler pourquoi il est important pour nous, pour le COLID, de travailler avec les autorités compétentes. La plupart de nos programmes intègrent le Fit for Market Plus, auquel est rattaché ce webinaire, pardon, et le but est euh, d'aider les PME et les micro-entreprises à accéder au marché. Pour parvenir à ces objectifs, naturellement, nous devons travailler directement avec les entreprises en question, mais il nous faut également travailler avec l'environnement dans lequel se meuvent ces entreprises. Par exemple, les experts, les fournisseurs de services, les organisations professionnelles. Et l'objectif, dans tous les cas, est de faire en sorte que cet environnement, que ce contexte soit là pour assurer à l'entreprise l'assistance dont elle a besoin pour améliorer tous les facteurs nécessaires, tous les facteurs qui lui permettent d'avoir accès au marché ciblé. Donc ici, vous voyez que dans cet environnement, nous avons les autorités compétentes qui sont représentées de manière un peu plus visible que les autres cibles de notre programme. Et pourquoi ces autorités compétentes? Eh bien, pour nous, naturellement, c'est important de travailler avec ces autorités compétentes parce que lorsqu'il s'agit de prendre pied sur les marchés, de travailler sur les marchés et plus particulièrement les marchés d'exportation, une entreprise aura besoin de satisfaire à certaines réglementations. Et si vous ne travaillez pas avec les autorités compétentes, en matière SPS, eh bien, en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas exporter, ce sera impossible. Donc, raison pour laquelle nous travaillons avec les autorités compétentes. C'est également vrai pour les marchés locaux, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'améliorer la qualité sanitaire et phytosanitaire des produits, fruits et légumes destinés au marché local. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La majorité d'entre vous, si pas tous, avaient déjà des contacts avec mes collègues de l'assistance technique. Si vous avez des questions au sujet du soutien que nous pourrions vous fournir après
les exposer, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Nurcel. Je continue en anglais également et je vais vous expliquer ce qu'est un plan de formation en général. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, dans la boîte de dialogue, que nous sachions à qui nous avons affaire. Par exemple, donnez-nous votre nom, dites-nous pour qui vous travaillez, travaillez-vous pour les autorités compétentes et si oui, de quel pays êtes-vous? Ce serait également très utile de le savoir. Voilà, donc, qu'est-ce qu'un plan de formation? À quoi sert-il exactement? Sur le fond, un plan de formation, c'est un outil de pilotage qui nous permet d'organiser, de structurer et de hiérarchiser les, les besoins de formation, les initiatives de formation au sein de votre organisation. L'idée de base étant d'anticiper, d'organiser et d'optimiser le développement des compétences. Le but étant d'améliorer tant la performance que le développement professionnel ou le perfectionnement des individus au sein de votre organisation. Un plan de formation a différents objectifs. Il y a quatre types d'objectifs. Tout d'abord, les objectifs stratégiques. Il s'agit d'aligner les compétences dont a besoin votre organisation sur les besoins de développement, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue organisationnel, etc. Ensuite, il y a aussi des objectifs opérationnels et là, le but est d'améliorer l'efficacité et la qualité des travaux en comblant les déficits de performance. En troisième lieu, vous avez l'objectif social et les objectifs sociaux. Euh, J'entends par là promouvoir la motivation, la loyauté, l'épanouissement professionnel et également assurer un accès égalitaire euh, à ce qui vous est offert, quel que soit votre statut, votre genre, etc., etc. Et enfin, vous avez un objectif réglementaire. Et là, tout dépendra de votre pays. Votre pays peut, par exemple, prévoir des obligations juridiques en matière de formation des employés. Et si vous êtes certifié, par exemple, il se pourrait que votre norme privée ou que la norme privée que vous appliquez exige, c'est un exemple, que votre employé soit formé une fois par an. Et puis, il faut également éviter les risques professionnels. J'entends par là que il faut apprendre aux personnes à prendre soin d'elles-mêmes, de leur propre santé dans le cadre professionnel. Ce sont là tous les éléments, pardon, qu'il convient de prendre en compte. Dans un plan de formation, vous allez trouver différents éléments. Tout d'abord, les finalités, là où les finalités et les objectifs, mais vous trouverez également les différents processus qui vont intervenir, les tâches, les activités à exécuter. Vous trouverez également dans un plan de formation une définition du public cible. Est-ce que ce sont des cadres? Est-ce que ce sont des exécutifs? Les travailleurs? Quelles sont les aptitudes requises dans leur chef? Le plan prévoit également des analyses qui doivent permettre d'analyser les déficits capacitaires auxquels on peut s'attendre et puis euh, quelle est la réalité aussi. Et, pour cela, on a recours à des entretiens, à des évaluations de performance et à d'autres activités du même type. Vous avez les différentes actions qui sont prévues, qui sont organisées sous la forme de trajectoires de formation la plupart du temps, développement personnel, développement professionnel, les détails également des méthodes d'apprentissage et d'enseignement.
figure sous ce titre. Naturellement, également un calendrier. Comment cette formation va-t-elle être organisée? Combien de temps faudra-t-il? Est-ce qu'il faudra aligner la formation sur certains moments de l'année qui exigent des activités particulières? Combien de personnes seront formées à tel ou tel moment, etc. Et les deux dernières composantes sont, un, budget et ressources, les coûts, les financements, les matériels, les ressources humaines, et enfin, l'aspect suivi et évaluation. Ce sont des indicateurs, combien de personnes ont été formées, est-ce qu'elles ont été satisfaites, est-ce qu'on est parvenu aux objectifs en organisant cette formation, aux objectifs recherchés. Et donc, ce sont là les principales composantes d'un plan de formation, qu'il s'agisse d'un plan de formation SPS d'ailleurs ou d'un autre plan de formation. Donc, en pratique, et c'est ici que l'exposé de Bruno va présenter un intérêt particulier pour vous. Au-delà de ce plan, donc, euh, quelle va être son utilité? En fait, ce plan doit vous permettre de savoir quelle mission vous allez devoir remplir. Ce plan va vous permettre aussi de comparer les différents processus qui sont en place au sein de votre organisation, processus théoriques. Ça vous permettra également de faire du référencement, de voir où vous en êtes par rapport au déroulement de ces processus. Et à partir de là, vous pourrez identifier des missions qui n'ont pas été exécutées ou qui l'ont été jusqu'à présent en partie seulement. Et à partir de là, que faudra-t-il changer, que faudra-t-il corriger ou renforcer? Et ainsi, vous pourrez identifier qui a besoin de la formation, quels sont les préalables, quelles sont les aptitudes sur lesquelles il faudra travailler dans l'intérêt de vos employés, quel sera le niveau de performance attendu de vos employés également. Ce sont donc là, en quelques mots, les différents aspects qui permettent de décrire un plan de formation en termes très généraux, naturellement. Je ne vais pas consacrer beaucoup de temps à cet aspect car maintenant je vais donner la parole à Bruno. Bruno est un ingénieur agronome. Il a été professeur à Jean-Blou au laboratoire de phytopharmacie, à Jean-Blou Agrobiotech, et il a consacré 40 années de carrière à la recherche. Et il est particulièrement expérimenté dans le domaine de l'évaluation des risques. Donc, ceci en quelques mots, naturellement, là, j'ai condensé au maximum, Bruno, votre expérience, mais je crois que c'était l'aspect le plus important qu'il fallait faire passer. Laura, merci de ton introduction. Alors, bonjour à tous et à toutes de tous les pays d'où vous venez. Je sais que vous êtes là très nombreux et de très nombreuses régions. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de m'adresser à nouveau à des gens qui viennent de tous ces horizons différents. Et donc, je suis particulièrement content aussi de présenter cet outil aujourd'hui, car c'est l'aboutissement aussi d'un long travail d'équipe avec le COLEAD. Il y a beaucoup de personnes au COLEAD qui ont collaboré au développement de ces outils. Et quand je dis aboutissement, ben, vous allez comprendre au fur et à mesure de ma présentation que quand on part évidemment des missions des personnes, ben, il a fallu élaborer des fiches métiers pour essayer de formaliser cela. Puis il a fallu développer aussi au cours du temps toute une série de formations pour renforcer les compétences de ces personnes. Et enfin, nous en arrivons maintenant à des trajectoires de formation. On met plan de formation parce qu'il s'agit en fait d'organiser ces trajectoires pour renforcer la performance d'un système ou d'une organisation. Alors, nous allons voir ensemble comment cet outil qui a été développé par le COLEAD permet de structurer le développement des compétences dans les deux domaines SPS, comme Laura l'a rappelé, donc la sécurité sanitaire des aliments, et d'un autre côté aussi
la santé des plantes. Alors l'objectif de cette présentation, ça va être de comprendre d'abord ce qu'est un plan de formation, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi il est essentiel d'en disposer lorsqu'on travaille dans un système SPS, dans une ONPV, par exemple. Comment cet outil peut aider à structurer aussi les missions d'une autorité compétente, en travaillant par exemple sur base de la description de processus qui permet d'identifier quelles sont les missions qui sont confiées, qui sont de la responsabilité de cette autorité compétente, quelles sont les activités qu'il faut mettre en place pour réussir à mener à bien ces missions. Et enfin, nous verrons comment on passe d'un diagnostic des compétences, d'un bilan des compétences, à une planification des formations pour répondre aux trous, aux besoins qui apparaissent lors du diagnostic. Voilà, donc cet outil, il a été conçu pour aider des organisations et dans ce cas-ci, si vous voulez bien, on veut retourner à la première slide même. Cet outil est fait pour aider les services officiels à structurer donc leur approche de la formation. Alors, quand il s'agit évidemment d'un plan de formation dans le domaine SPS, ben, ça veut dire que cet outil-là s'adresse aux autorités compétentes qui sont impliquées dans la gestion des risques sanitaires et phytosanitaires. L'idée principale que nous avions, c'était de développer une méthode qui soit commune à toutes les organisations pour élaborer des plans de formation, non seulement pour les individus, mais aussi pour les services et finalement pour l'ensemble de l'organisation. Ce plan de formation permet d'avoir donc une vue globale et de s'assurer de la performance d'un système SPS. Alors voilà, pour comprendre d'abord l'intérêt d'un plan de formation, il faut replacer le tout dans le contexte global SPS. Hein, le SPS, évidemment, c'est un enjeu stratégique majeur puisqu'il touche à la santé publique, à la protection de l'environnement, mais aussi à l'économie et à l'accès aux marchés internationaux. Or, force est de constater par notre expérience de travailler avec beaucoup d'autorités compétentes dans différents pays, en Afrique, Caraïbes, Pacifique, que souvent, y compris en Europe d'ailleurs, les systèmes SPS sont fragmentés. Les différentes autorités qui sont responsables toujours très bien coordonnées dans leurs actions. Et finalement, les compétences qui sont disponibles dans ces autorités compétentes ne correspondent pas toujours aux besoins du terrain, c'est-à-dire aux missions ou responsabilités de cette autorité compétente. Et c'est là, évidemment, que va intervenir l'outil du COLEAD. Donc, il va aider à structurer, comme nous l'avons dit, les missions du domaine SPS et à piloter le développement des compétences. Pour rappel, donc, comme Laura l'a dit, c'est un outil de pilotage stratégique qui doit permettre d'identifier les besoins réels en compétences, de planifier les actions de formation pour y répondre, d'aligner, d'aligner les formations sur les priorités institutionnelles et enfin d'assurer la cohérence entre les services et les équipes qui travaillent au sein de l'autorité compétente. Ça va aussi, quand on a un bon plan de formation, qu'on a une trajectoire claire de développement, que ce soit personnel ou pour le service dans lequel on travaille, ça va aussi aider à la motivation du personnel et aussi à la qualité du travail et à la durabilité du système SPS, puisque on va améliorer la performance de ce système. Alors on peut passer au slide suivant. Merci. Alors, pour assurer la performance du système, nous avons, depuis longtemps au COLEAD, essayé de voir comment fonctionne le système SPS et nous avons retenu qu'on pouvait faire une cartographie des processus. Donc, pour voir
comment les missions sont organisées, nous avons préféré travailler par processus et nous avons finalement identifié 17 grands processus qui seront évidemment ultérieurement chacun d'entre eux décomposés en plusieurs sous-processus. Ça peut même être une dizaine de sous-processus. Et voyez que ces processus, on les a classés en quatre grands blocs. Au centre, pour faire fonctionner les contrôles officiels basés sur le risque, on a l'ensemble des processus opérationnels. Mais autour de processus opérationnels, on a bien entendu, pour les faire fonctionner, besoin de processus de gouvernance, on a besoin de processus de communication et de gestion des relations avec les parties prenantes, on a besoin aussi de renforcement de capacités du personnel et de formation. Et vous voyez qu'on a chaque fois un certain nombre de processus, deux processus pour la gouvernance, on a deux processus pour la communication et deux processus de renforcement de capacité. On peut passer au slide suivant. Et donc, voyons un petit peu, quand on regarde globalement la logique de fonctionnement d'un système SPS, on peut dire que les processus doivent aider à faire fonctionner cinq grandes étapes dans le système SPS. Ça commence évidemment par l'évaluation des risques. Il faut d'abord savoir à quel risque on a affaire, quelle est l'importance de ces risques, quelle est la priorisation qu'on doit donner à ces risques. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du risk ranking, hein, du classement des risques SPS. Une fois qu'on connaît bien les risques, qu'on a mesuré leur impact sur le pays, sur l'économie du pays, on peut décider maintenant, sur base de la priorisation de ces risques, de programmer ce qu'on appelle les contrôles officiels en fonction des risques et de programmer toutes les actions, en fait, de l'autorité compétente. Ce programme, ce sont évidemment les plans de contrôle et les plans de surveillance qui doivent être mis en place. Et ça, c'est l'étape suivante, c'est la planification des actions pour savoir quand est-ce qu'on va intervenir, à quel endroit, par exemple dans la chaîne alimentaire, à quel endroit est-ce qu'on va intervenir. Pour les organismes de quarantaine, ben, il y a évidemment les actions de terrain, il y a les actions aux frontières, il y a le moment de la certification, etc. Toutes ces actions doivent être rapportées. Les résultats vont aller nourrir l'évaluation du risque, mais aussi vont permettre un ajustement du programme de contrôle et même des processus mis en place, c'est-à-dire des méthodes de travail. Oui, slide suivant. Pour commencer, donc, on a les deux processus de gouvernance. Ici, cela concerne toutes les politiques qui sont mises en œuvre pour réaliser la vision stratégique dans le domaine SPS. Ça concerne donc la mise en place, la coordination et la gouvernance du système national de contrôle. C'est également la mise en place des structures, la mise en place des réglementations, vérifier que les réglementations sont adéquates et correspondent aux besoins. Et c'est évidemment un deuxième processus qui est très important. C'est un système évolutif. C'est donc le processus d'évaluation et d'amélioration continue du système de contrôle SPS, puisque de nouveaux risques apparaissent, les risques émergents, mais aussi de nouvelles réglementations, soit dans les pays tiers où on veut exporter les produits, soit à l'intérieur pour répondre à des nécessités, par exemple un nouveau risque qui peut apparaître ou le besoin qui se fait sentir de rénover un, un type d'approche. Donc ça, ce sont les processus de gouvernance. Les processus opérationnels concernent donc toutes les activités qui sont organisées pour assurer le respect de la législation et des normes. Alors vous avez bien sûr un processus d'évaluation des risques, de détermination des mesures SPS pour la maîtrise des risques, notamment pour les organismes nuisibles, le processus de programmation, planification et gestion des contrôles, le processus de vérification
des intrants et des marchandises, le contrôle phytosanitaire des végétaux, la certification phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux, oui. Slide suivant. Ensuite, l'organisation de la lutte phytosanitaire en pré-récolte et en post-récolte, l'encadrement des producteurs et l'inspection des établissements des opérateurs, donc tout ce qui tourne autour de la production primaire, de la transformation et du conditionnement des denrées ou des aliments pour animaux, la préparation des dossiers pour l'accès au marché, pour ceux qui veulent faire de l'exportation, l'organisation d'un système et la gestion d'un système d'alerte, la mise en place enfin d'un système d'enregistrement des intrants, engrais, pesticides, médicaments vétérinaires, biocides, etc., fondés sur le risque. Ça, ce sont les principaux processus opérationnels. Viennent ensuite les processus de communication et d'interaction avec les différentes parties prenantes. Hein. Donc, un, c'est la communication sur les risques qui concernent plutôt bien sûr, également la gestion de crise et l'interaction avec les parties prenantes, c'est également la façon dont on va établir un dialogue public-privé, notamment dans le cadre de l'autocontrôle, dans le cadre de la mise en place de guides de bonnes pratiques. Et enfin, last but not least, on a le renforcement de capacité, hein, l'évaluation des besoins et le renforcement des compétences et aussi le renforcement des capacités de communication et de formation, puisqu'il est important qu'il y ait aussi de la formation en interne dans les organisations, et notamment, ben, c'est une obligation, par exemple pour les ONPV, c'est une obligation pour les autorités compétentes de faire de la formation des agents à partir des connaissances qui sont là en interne. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer comment nous avons fait les processus. Alors voilà, vous visualisez ici un exemple de processus, processus d'organisation de la lutte phytosanitaire. Je ne vais pas le décrire en long et en large, ça prendrait beaucoup de temps, mais vous voyez que nous avons un certain nombre de grandes étapes et que nous avons aussi indiqué, quand c'était pertinent, ben, un sous-processus. Dans le cadre présent, ben, c'est mettons pour la première ligne, la mettre en place une surveillance des organismes nuisibles, c'est la NIMP numéro 6 qui doit être mise en place en fait. Donc on peut considérer que cette mesure internationale qu'on doit mettre en place, c'est un des processus. Et donc, nous disposons aussi de descriptions de ces sous-processus pour pouvoir les intégrer. Bien, euh, je suis en train de regarder ici, excusez-moi. Alors, donc ce que nous voulons, c'est avoir une vue globale des missions. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, grâce à ces processus, au fait que nous voulons travailler à partir de processus, on peut savoir comment vont se réaliser les principales missions. Nous les avons décrits étape par étape. Nous disposons donc aussi d'une référence pour réaliser maintenant le diagnostic du système et pouvoir identifier quels sont les processus qui sont soit manquants, soit défaillants. Et pour ça, nous avons différents outils, et vous savez peut-être ou pas que le COLEAD a développé un outil qui s'appelle le RSAT, qui permet de faire justement un diagnostic rapide de son système SPS et de voir quelles sont les failles hein, dans le système, quels sont les points qui seraient à améliorer. Donc, grâce à cette approche processus, nous pouvons cibler lesquels d'entre eux sont problématiques et aussi d'identifier dans ces processus quelles seraient les étapes problématiques et comprendre, s'il y en a, la nature et l'origine des problèmes qui seraient rencontrés au jour le jour. Slide suivant. Alors, par où commencer? Par où commencer quand on veut maintenant essayer donc d'améliorer
la performance d'un système. Souvent, le problème, c'est le manque de compétences des agents. C'est le manque de compétences parfois des managers. Donc pour ça, pour savoir s'ils sont ou non performants, il faut commencer évidemment par connaître ce qu'on appelle les situations professionnelles. Or justement, les processus décrivent ces situations professionnelles qui sont rencontrées par ces managers et ces agents qui sont chargés des risques dans, par exemple, un service donné. On peut aussi l'étendre à tous les services, bien entendu, mais souvent, donc, on a à gérer un service. Et donc, le processus qui décrit l'ensemble des activités organisées, d'un point de vue pédagogique, ça correspond à une, quand il s'agit d'une étape, ou plusieurs, quand il s'agit de l'ensemble des étapes, situations professionnelles. Et donc, voilà, première chose, c'est de voir que font les personnes. Deuxième chose, c'est identifier qui intervient dans chacun de ces 17 processus que nous avons présentés. Et là, on a travaillé évidemment en équipe, on a consulté grâce à des focus group différentes autorités compétentes pour finalement identifier 26 métiers de base qui interviennent dans les autorités compétentes, qui interviennent pour la gestion du risque SPS. Et ces 26 métiers, nous les avons décrits sous forme de fiches métiers. Slide suivant. Alors, il y a un lien, bien entendu, qu'on a fait entre les processus et les métiers. Alors, voyez ici 26 métiers, 3 fonctions de direction, 10 fonctions de management, c'est-à-dire de cadre. Par exemple, le responsable de la lutte phytosanitaire, ça c'est un manager, c'est une fonction de management. Ou 13 fonctions également d'exécution, dont 2 qui concernent le renforcement de capacité et la formation. Alors je donne ici des exemples, hein. Je donne ici des exemples le nom du métier dans notre fiche métier et là où cette personne intervient dans un processus. Par exemple, le directeur de l'ONPV, ben, c'est un peu le couteau suisse du système, donc il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de responsabilités, il a beaucoup de missions et il intervient donc dans beaucoup de processus. Regardez ici, par exemple, dans l'exemple, le P1, le P2, le P5, le P7, etc. Le responsable de la lutte phytosanitaire intervient, dans l'exemple donné, dans 3 processus. L'agent dans 2, le même d'ailleurs parfois que celui de la responsable de la lutte phytosanitaire, ce qui est assez logique, hein. Ils interviennent à différents niveaux, à différents points du processus, mais ils interviennent dans le même processus. Et l'expert, par exemple, en diagnostic phytosanitaire, intervient aussi d'abord dans un processus de diagnostic, mais aussi dans un processus plus général comme le P8 ou le P9. Alors, l'outil que nous montrons, c'est comment faire. Et bien sûr, chacun s'organise de sa manière. Donc, chez vous, en fonction de votre organisation, vous aurez aussi, vous, à regarder par rapport à ces métiers qui intervient dans les processus en question, puisque c'est après la fiche de poste de vos agents que vous saurez quelle est la responsabilité que vous leur confiez. Mais donc, il faut faire cette liaison entre le processus et le métier pour savoir quelles vont être les missions qui vont être confiées à chacune des personnes qui interviennent dans le système SPS. Alors voilà les fameuses fiches métiers. Vous avez bien entendu accès sur le site du COLEAD à ce qu'on appelle le catalogue des différents métiers, les catalogues des fiches métiers, mais nous disposons aussi de fiches métiers plus détaillées. Donc dans le catalogue, vous avez les missions principales qui sont citées, mais sachez que nous disposons de fiches métiers plus complètes dans lesquelles chaque mission est détaillée en activités. Il peut y avoir parfois jusqu'à 8 ou 10 activités différentes pour une même mission. Donc ça permet aussi de voir, quand vous avez le détail des activités,
quelle compétence est nécessaire. Alors quand je parle de compétence, ça veut dire quel type de savoir, quel type de connaissance doit être détenu, par exemple, par le directeur de l'ONPV. Quel type de savoir-faire? Qu'est-ce qu'il doit être réellement capable de faire au jour le jour, de manière pratique? Et enfin, troisième type de compétence, qui n'est pas la moindre, c'est quel est le comportement, le savoir-être, comme on dit, qu'on attend de la part de la personne, par exemple ici, le directeur de l'ONPV. Il doit être, par exemple, capable de se remettre en question, de pouvoir motiver ses troupes, etc. Donc, il y a des comportements, des attitudes, et pas seulement des savoirs ou des savoir-faire. Mais définir correctement les activités permet d'identifier avec plus de précision les compétences qui sont attendues. Oui, slide suivant. Donc en général, quand on part pour faire un plan de formation, on va travailler par exemple, par service. C'est une approche par service, sur base des missions et des activités de chacun des services. Alors, vous voyez, par exemple, on part de la situation actuelle, mais aussi prévisible, si on y a réfléchi, de l'organisation de l'ONPV, par exemple, ou du service de l'ONPV. Mettons le service à qui on confie la certification, ou le contrôle aux frontières, ou la surveillance, ou la lutte phytosanitaire. Hein. Donc là, voilà, la situation actuelle, c'est qu'est-ce qu'on fait. Combien il y a d'agents, quelles sont leurs missions. Et puis il y a de l'autre côté l'orientation qu'on a pour cette organisation ou ce service. Quels sont les projets qu'on veut mettre en place? Est-ce qu'on veut aborder de nouveaux marchés, par exemple? Est-ce qu'il y a une évolution à prévoir due à la réglementation ou, par exemple, à la présence de certains organismes nuisibles qui seraient particulièrement importants étant donné le type de produits végétaux qu'on veut exporter sur des marchés sensibles comme l'Europe. Hein. Donc là, ce sont des évolutions à prévoir. Alors, en fonction de la situation qui existe et de la situation prévisible ou des projets qu'on a, on va identifier un certain nombre de compétences qui sont nécessaires en faisant appel aux fiches métiers et on va traduire ce besoin de compétences en objectifs d'apprentissage. Donc là, le besoin de compétences, c'est un bilan qu'on fait, j'y reviendrai dans la slide suivante, c'est un bilan qu'on fait de chaque agent, par exemple, par entretien, etc. Donc on va voir quelles sont les compétences qui sont bonnes, quelles sont les compétences qui sont à renforcer, quelles sont les compétences qui sont manquantes. Sur base de ce besoin de compétences, on va définir évidemment un besoin de formation où là, on peut aussi aller plus loin, comme l'a expliqué Laura. On va définir quel est le niveau. Est-ce qu'on doit être simplement à un niveau de sensibilisation? Est-ce qu'on doit aller plus loin à un niveau vraiment de qualification intermédiaire? Ou est-ce qu'on doit devenir expert dans le domaine? On va aussi, dans le besoin de formation, identifier quelles sont les modalités qui sont adaptées à l'agent à la formation qu'on veut donner, en fonction du nombre de personnes, en fonction du temps qu'on a, en fonction des qualifications, des prérequis de la personne. Par exemple, ça peut être de la modalité en ligne, ou bien ça va être de la modalité en présentiel, ça peut être à travers des exercices, ça peut être à travers des leçons théoriques, ça peut être à travers des études de cas, des devoirs, etc. Donc, les modalités sont toutes les modalités de la formation que nous pouvons imaginer et que je ne vais pas, évidemment, passer mon temps à détailler ici, ça prendrait beaucoup de temps. Et enfin, là, on n'est pas encore dans un plan. Hein. On parlera de plan quand on commence à prioriser ces formations, à les organiser par service, par agent. Et donc, pour pouvoir faire cette formalisation, cette priorisation des formations, des trajectoires de formation, on aura besoin d'un plan pour que tout ça soit organisé. On peut alors passer au slide suivant. Voilà.
C'est un peu tout ce que j'ai dit en fait ici, hein, donc je ne vais pas répéter. La mesure des écarts de compétences, la traduction du besoin en objectif d'apprentissage, la détermination des trajectoires. Et alors, ce que je n'avais pas dit, c'est regrouper ces trajectoires par service ou par organisation dans un plan de formation. Et on peut imaginer d'avoir alors un plan qui soit une trajectoire de formation collective. Donc là, c'est pour vraiment améliorer globalement les processus des processus qui sont mis en œuvre dans le système SPS. Hein, ça va au-delà, évidemment, de la progression d'un agent ou d'un service. C'est beaucoup plus global, comme va le montrer le slide qui suit. Donc voilà, en fait, si nous partons du diagnostic pardon, de performance du système, donc nous voyons ici, si nous travaillons par service, qu'on a identifié les processus mis en œuvre dans le service numéro un, les métiers qui interviennent, et à partir de là, on a identifié les besoins de formation, et c'est le chef de service qui va centraliser et qui va vérifier si les besoins de formation de chacun de ses agents. Alors on fait ça pour chacun des services, et finalement, le service va sortir un plan de formation pour le service numéro un, pour le service 2, même chose, pour le service 3, etc. Jusqu'à aller rapporter ces plans de formation au directeur de l'autorité compétente, par exemple le directeur de l'ONPV, qui lui va, avec son directeur des ressources humaines, vérifier s'il y a bien pertinence et si les ressources sont disponibles pour approuver un plan de formation au niveau de l'organisation. Sinon, on peut en rester aussi évidemment au niveau du service. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en fait, le plan de formation peut être micro, hein, ça peut être au niveau vraiment d'un service, mais ça peut être aussi pour l'ensemble du système SPS. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler directement sur l'ensemble, sur tout l'ensemble d'une autorité compétente. On peut travailler en améliorant les choses au niveau d'un service, mais avec la même méthode en fait. Slide suivant. Ben, c'est la conclusion. Donc, concrètement, on va procéder en 4 étapes. On diagnostique d'abord la performance du système et on va identifier les écarts de compétences. 2, on traduit ces écarts en objectifs d'apprentissage. 3, on définit alors des trajectoires de formation individuelles adaptées à chaque agent. Et enfin, 4, on regroupe ces trajectoires pour élaborer un plan de formation collectif qui soit cohérent par rapport aux objectifs du service, aux objectifs de l'organisation. Et donc, cet outil du COLEAD permet de passer d'une vision assez abstraite des missions SPS à une planification opérationnelle des formations. Et le dernier slide que je voudrais présenter, donc c'est le processus global finalement du plan de formation. Ça commence par comprendre les besoins avec une évaluation du système qui mène à un diagnostic des compétences. On passe ensuite aux priorisations. Donc on va définir les objectifs de progression. Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on veut rendre plus performant un- dans une autorité compétente ou dans un service donné? Une fois que ces objectifs ont été, par exemple, ça va être diminuer les interceptions aux frontières pour la présence d'un organisme nuisible quelconque, par exemple Spodoptera, parce que c'est pertinent, on va dire, on doit réduire absolument de 50% des interceptions ou de 90% ces interceptions. À partir de là, ben, on sait à quelle étape c'est important d'agir, donc des objectifs d'apprentissage, donc identifier, organiser la formation sous forme de trajectoire et de plan, et finalement, le plus difficile reste à faire, c'est-à-dire d'avoir des agents qui soient capables de piloter ces plans de formation. Donc, il vous faut des ressources, et c'est pour ça qu'on a les processus des plans de formation. Gérer les ressources humaines, les formateurs, et les ressources matérielles,
euh, sans parler évidemment de la logistique pour mettre en place la formation. Voilà ce que je voulais dire sur cet outil qui est relativement complexe à mettre en place. Vous avez vu, Laura l'a présenté, il y a 8 points différents, hein. Et donc, ce n'est pas un travail qui est aisé à faire, c'est un outil qu'il faut s'approprier en regardant les ressources qu'on a à sa disposition. Et il faut essayer de faire l'exercice une fois, donc pour comprendre le lien qu'il y a entre chaque élément, parce que c'est ça qui est compliqué. Chacun travaille à sa manière, avec son organisation, et donc il faut essayer de voir comment, moi, par rapport à cet outil, je peux situer mon service ou mon organisation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Bruno. Très, très bonne présentation, pratique. Enfin voilà, on voit les étapes clairement où on doit aller, etc. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et dans l'outil de questions et réponses aussi de Zoom. Comme ça, à la fin de la séance, on pourra y répondre. Alors, je vais à présent donc inviter avec nous, nous avons Assa Balayara Diouf, la directrice du Centre de formation phytosanitaire de la Direction de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage du Sénégal, qui a eu l'occasion de mettre un peu en œuvre cette approche et si je ne m'abuse, donc dans le cadre du projet STDF 946 qui a pour objectif de renforcer les compétences phytosanitaires et contribuer donc à tout ce qui est sécurité alimentaire et au développement des exports liés à l'horticulture au Sénégal. Donc, Madame Balayara, je vous donne la parole. Bonjour, j'espère que vous me recevez bien. Très bien. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et donc là, c'est un témoignage parce que nous avons utilisé ce plan, cet outil pour renforcer, donc pour aller vers le renforcement de capacité de nos techniciens, nos cadres et les parties prenantes de la DPV. Et donc sur ce, j'aimerais faire une petite présentation qui va nous permettre de bien cerner ce qu'on a fait. Excusez-moi aussi, il y a ma vidéo qui n'apparaît pas. J'ai essayé, mais c'est pas grave. L'essentiel est que vous me percevez bien. Donc là, nous allons donc donner l'organisation de notre OMPV, parce que c'est important, et donc la mission de notre centre de formation, parce qu'on a la chance parmi les ONPV d'Afrique à être une ONPV dotée d'un centre de formation. Et donc, en dernier lieu, nous allons parler du renforcement des aptitudes et compétences des acteurs du système phytosanitaire. Merci. Slide suivant. Donc, concernant l'organisation de la DPV, euh, euh, nous avons donc des entités, nous avons aussi des bases de surveillance. Donc, la direction, c'est elle qui chapeaute tout avec donc le secrétariat, le bureau, administration et financier. Et donc, vous voyez, on a après en troisième ligne les laboratoires. Là, on en a 4. Donc, avec les spécificités phytosanitaires et phytopathologie plutôt, nématologie, phytopharmacie, la zoologie agricole. et, et la malherbologie. En plus de ça, nous avons des divisions. Trois. Une division défense des cultures, une autre division avertissement agricole. Et la dernière division, c'est la division législation phytosanitaire et quarantaine des plantes. Et je vous disais tout à l'heure que nous avons des bases de surveillance et d'alerte au nombre de 8 qui essaient donc de mailler les zones agroécologiques du Sénégal.
Nous avons aussi des postes de contrôle phytosanitaire au niveau des portes d'entrée, que ça soit terrestre, aérien, que ça soit maritime. Donc, nous avons nos postes de contrôle phytosanitaire. Donc, slide suivant. Maintenant, concernant, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, concernant les missions et les facilités du centre, slide suivant. Là, on peut dire que notre centre de formation a comme mission régalienne, et là, je l'ai tiré directement de l'arrêté qui a mis en place donc notre ONPV. Donc, je n'ai rien changé. Donc, slide dernier. Passez au précédent, s'il vous plaît. Le précédent pour les missions, s'il vous plaît. Oui, donc c'est le recyclage et le perfectionnement des cadres et techniciens de la DPV. Euh, donc pour les missions, s'il vous plaît, il y a la formation aussi des producteurs. Il y a aussi l'organisation et l'animation de séminaires et de stages au niveau de la DPV en rapport avec les structures. Et donc, pour les facilités que la DPVA, euh, slide suivant. Euh, donc, je peux anticiper. Donc, au niveau du centre de formation, nous avons une salle de formation d'une capacité de 50 places. Nous avons aussi, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. C'est un peu OK. saccadé, mais ça va. Une salle, d'accord, parce que là, comme l'Internet est un peu stable, c'est pour cela que je me presse pour être sûr que je termine la formation, la présentation. Donc, je disais tout à l'heure, notre centre de formation a donc une salle de formation de 50 places. Nous avons deux bureaux administratifs. L'un, c'est le bureau appui pédagogique, l'autre, c'est le bureau coordination des comités de lutte villageois. Nous avons un restaurant doté d'une cuisine et de deux salles à manger. Nous avons un dortoir qui nous fait 5 chambres, et dans chaque chambre, on a quatre. Et vraiment, c'est une construction, donc on va dire old fashion, du moment qu'on a les toilettes qui sont à l'extérieur, et c'est des toilettes communes. Une chose que nous avons et qui nous est précieux, c'est les parcelles de démonstration et les parcelles expérimentales où à chaque fois qu'on a des stagiaires, là, ils font leur thématique sur la protection des végétaux en utilisant des produits naturels, donc des biopesticides. Et donc, lorsqu'on a aussi la formation des producteurs, là, on ne sort pas, donc on fait toutes les démonstrations au niveau du formation des producteurs et les étudiants à droite, la photo d'en bas. Slide suivant, s'il vous plaît. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Maintenant, pour le renforcement des aptitudes et compétences des acteurs, là, c'est un grand appui que le centre de formation a reçu à travers le projet STDF. Et ça représente le résultat numéro 3. Et donc, l'objectif, c'est la mise en œuvre d'un programme de formation en vue de renforcer les connaissances et les compétences et aptitudes des cadres et techniciens de la DPV et des différentes parties prenantes à mettre en application les procédures opératoires liées aux différents processus opérationnels du système phytosanitaire national. Slide suivant. Et donc, dans ce résultat, on a eu une mission d'experts qui sont en train donc d'évaluer les besoins en formation. Et là, donc, pour la collaboration que nous avons fait avec ces experts, nous avions mis à disposition des documents
Parce que tout à l'heure, il y a mon prédécesseur, M. Bruno, qui parlait donc de tout ce qui était mission régalienne, domaine d'intervention. Donc, il est bon d'avoir tous ces documents pour pouvoir prétendre faire un plan. Et là, on a aussi fait des réunions en ligne. Il y a eu même un test de formulaire d'enquête pour que ce formulaire soit accessible, adapté et digeste pour nos collègues qui vont remplir donc le questionnaire. Slide suivant. Et donc, toujours avec ces experts consultants, donc nous avons fait une approche donc sur les bases, en utilisant les bases du plan SPS et donc avec une identification des besoins en formation des agents. Et là, c'était l'objet d'avoir ce questionnaire que les collègues avaient rempli pour pouvoir répondre aux besoins identifiés et diagnostiqués. Il y a eu aussi le renseignement et l'actualisation des fiches, telles que la fiche d'information complémentaire à collecter ou à valider, la fiche de proposition de la répartition des agents de la DPV par métier selon le référentiel métier du COLIT. Une analyse aussi a été faite du fonctionnement du centre de formation. Parce que aussi, si toutefois on identifie les besoins alors qu'on est doté déjà d'un centre, il fallait voir quels sont les points forts. Slide suivant. Maintenant, le formulaire administré aux collègues a permis donc de collecter les informations suivantes: les caractéristiques générales des agents de la DPV, les niveaux de compétences techniques et transversales, les besoins spécifiques de renforcement de capacité, la disponibilité des fiches de poste, les modes de gestion de nos données, les références en matière de formation, et aussi des propositions pour optimiser le dispositif de formation. Slide suivant. Suivant, oui. Et aussi la cartographie des effectifs des agents de la DPV, l'identification des métiers, missions, compétences requises. Donc, tout à l'heure, je l'ai mentionné, s'il existait des fiches de poste ou pas, mais aussi l'alignement avec le référentiel métier de colite. Là, il faut juste dire qu'on n'avait pas tous les métiers qu'on avait nous, au niveau de la DPV. Tout n'était pas donc aligné au référentiel de métier de colite. Il y a eu aussi l'identification des lacunes, des écarts de compétences et ainsi la proposition de modules de formation. Slide suivant. L'identification des besoins et lacunes des agents techniques de la DPV sur les aspects SPS, un programme de formation pour les cadres et techniciens et de nos différentes parties prenantes, et donc la capitalisation et l'appropriation du centre du programme de formation et sa mise en œuvre. Et ce dernier point est très important parce que si, par exemple, moi, en tant que directrice de centre de formation, j'ai un plan et un programme qui prend en compte mes collègues, je me dis que j'ai rempli ma première mission régalienne. Parce que la première mission régalienne, c'était ça. Et en plus de ces missions régaliennes, il y a d'autres missions qui sont très importantes. Et là, donc, c'est la formation des parties prenantes. Juste pour dire que ce projet STRF est vraiment très rentable pour le centre de formation du moment capitalisé et nous approprier et la mise en œuvre aussi sera faite. Je pense que c'est le dernier slide. Euh, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Et s'il y a des questions. J'aimerais aussi, avant de passer la parole, remercier le projet STDF, Colit et tous les collègues de la direction de la protection des prenantes. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très intéressant de voir une mise en pratique
Je serais curieuse, mais peut-être que là, c'est à moi d'aller lire le rapport des experts, notamment à l'issue de la mission. Quand vous dites que certains métiers n'étaient pas alignés, je pense, avec le référentiel Colide, je suis curieuse de savoir si c'est des métiers que vous avez en plus qu'on n'a pas dans le référentiel, ou bien si c'est plus peut-être que vous combinez plusieurs métiers dans un. C'est, je ne sais pas si vous savez vous expliquer ici un tout petit peu c'était quoi les différences, ou sinon je vous dis je regarderai un peu dans le rapport. Voir D'accord. Oui, dans le éventuellement. rapport, oui. Je sais que Nala est dans l'audience, donc si Nala, si tu sais y répondre, je peux aussi te donner la parole. Je te laisse lever la main éventuellement si tu sais répondre à cette question à la place de Madame Balayara. Oui, ah, j'ai vu la main se lever. Ah, c'est juste que si tu ne lèves pas la main, tu es tout en bas de la liste, alors j'ai du mal à te retrouver. Voilà. Merci Nala, tu es parmi nous, tu peux parler du coup. Il faut juste activer ton micro. Oui, merci beaucoup, Laura. C'est un plaisir pour moi de retrouver professeur Bruno. C'est toujours vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Bruno, vraiment pour la présentation extrêmement claire. Nous-mêmes, experts, vraiment, ça nous a permis disons, de mettre à jour certaines l'approche. Et féliciter également à ça Madame Balayara Diouf pour sa présentation. Effectivement, dans le cadre de ce projet avec Babacar, donc on était sur l'évaluation des besoins de formation. Alors, quand on dit aligné, parce qu'on s'est rendu compte que déjà, des fois, il y a des différences dans la dénomination. Donc, euh, est-ce que les dénominations, une dénomination donnée au niveau de cette fiche Colide ne correspondait pas exactement? Ou bien, des fois, on s'est rendu compte que, disons, dans la fiche métier, en réalité, euh, il y a des activités qui sont faits par, disons, comment je dire ça, par euh, un emploi, disons, un agent de la DPV qui est dans un service donné et par un autre agent qui est dans un autre service. Ça veut dire que ici, euh, notre travail, c'était de dire, quand on dit, je donne un exemple, quand on dit, par exemple, des responsables de la surveillance, est-ce que au niveau de la DPV Sénégal, il y a un agent qui est responsable de cette surveillance, ou bien du fait de disons, de l'organigramme présenté par ASA, il y avait cette dilution au niveau de différents services. C'est ça qu'on a dit aligné. Donc, essayez de voir les correspondances pour mieux, disons, voir est-ce que à partir des activités ou bien des compétences requises, est-ce que l'agent préposé répond exactement à cela? Donc, c'est ça qu'on a vu par aligner. Aligner, voir est-ce qu'il y a une correspondance entre les métiers et entre le référentiel et les métiers tels que dénommés au niveau de la DPV au Sénégal. J'ai vu Bruno lever la main. Oui. Bruno, si tu veux Oui, réagir. qui est relief dans la... Ah, Euh, ah, voilà, mais en fait, donc, oui, une pardon, minute, parce Laurent. que je vois qu'il y a un petit souci avec les interprètes. Je ne sais pas s'ils sont sur le bon canal, mais on n'entend plus l'interprétation en anglais, Ah, apparemment. j'attends. Voilà, j'espère que juste de transmettre le message, ça permet de t'ajuster. C'est bon? Valérie, tu me confirmes? Valérie, is it okay now? Valérie? Yes, ok, c'est bon.
Ok. Donc, d'abord, pour répondre à ça, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, donc, en fait, c'est pas grave de ne pas avoir tous les métiers, hein, de ne pas être aligné de ce côté-là. C'est normal. Nous, on a fait un exercice théorique. Donc, on a identifié 26 métiers, mais en fait, dans chaque organisation, il y a ben, une façon de travailler qui peut être différente et des responsabilités qui peuvent être attribuées à l'un ou à l'autre. Donc, bien entendu, comme l'a dit Nala, ben, dans une ONPV, on peut avoir un gars qui s'appelle responsable de la surveillance et qui est un cadre. Alors que dans une autre ONPV, il n'y a peut-être pas quelqu'un qui est désigné vraiment comme responsable de la surveillance, c'est simplement un autre qui fait ce métier-là. Ce qui compte, c'est de regarder est-ce que toutes les missions qui ont été listées dans ces métiers, que nous jugeons des missions essentielles dans le cadre du SPS, est-ce que toutes ces missions sont remplies, portées par l'un ou par l'autre responsable? Donc évidemment, voilà, il peut y avoir une distribution différente. Donc c'est la différence entre une fiche métier pour un métier donné, bon, qui est très théorique, et ce qu'on appelle une fiche de poste, qui elle est une fiche qui tient compte du contexte local, qui tient compte de la façon dont l'organisation fonctionne. Et souvent, ben, ces fiches de poste, ben, elles sont tout à fait propres à l'organisation. C'est très difficile de transférer de l'une à l'autre parce qu'il y a aussi un historique là derrière. Il y a parfois des moyens qui sont attribués autrement. Donc voilà. Il y a aussi des métiers qui peut-être n'existent pas encore dans l'autorité compétente, comme mettons un responsable de la gestion des données. C'est pourtant un métier qui est émergent, qui devient de plus en plus nécessaire, mais tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un agent spécialisé qui se consacre à ça. Donc, comme on l'a dit, cet outil, c'est une référence, c'est une base de travail, mais on a mis le plus possible, hein, attention, adapté au contexte local, vérifié par rapport au contexte local. Le tout, c'est de garder la cohérence. La cohérence entre les missions à remplir pour lesquelles il faut, et les activités, bien sûr, pour lesquelles il faut des compétences, et ce que font les gens, et voir s'il y a des trous par rapport à ça. Il faut rester pragmatique, autrement dit. Merci Bruno pour ces clarifications. On a une question de Monsieur Modou Lamine Sanayang, qui est basé en Gambie et qui nous demande, pourriez-vous expliquer un peu plus le plan SPS défini par Colide, le référentiel de compétences et les fiches métiers et comment on peut accéder à ce matériel? Ok. Euh, oui, on va pas refaire effectivement toute la présentation parce qu'il y a déjà beaucoup de choses ici qui ont été présentées, Bruno, par toi un peu plus tôt dans le webinaire. Donc déjà, il y a pas mal de choses, je pense qu'on pourra revoir en regardant l'enregistrement qui va être mis à la disposition de tout le monde après cette session. Il y aura aussi accès aux présentations PowerPoint. Voilà, moi je vous ai déjà partagé dans le chat le catalogue des fiches métiers en français, en anglais. Ce catalogue, comme vous avez vu avec la présentation de Bruno, il est peut-être limité. Il n'y a pas tout le détail en termes d'activité et de compétences. On n'a pas mis tout ça dans le catalogue en libre publication. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on est disposé à partager. Donc, l'idée, c'est à l'issue de cette session-ci, je vous invite à revenir vers l'adresse support@colleague.link. Je vous l'envoie dans le chat pour indiquer votre intérêt à avoir accès au référentiel de compétences en détail
et au plan de formation SPS. Et alors, on regardera, indiquez bien dans votre demande avec quelle organisation vous êtes. L'idée, ben, c'est de partager ça effectivement avec tous les partenaires bénéficiaires, avec toutes les organisations avec lesquelles on a des projets de développement. Et si on n'a pas encore un projet de développement avec vous, ben, on peut regarder un peu quel est l'intérêt, vous demander au moins de mettre, de compléter une demande d'appui au colis de façon à ce qu'on puisse garder une trace qu'on a partagé ça avec vous, voire aller plus loin dans l'accompagnement que simplement vous partager la ressource, mais vous accompagner comme ben, on a pu le faire avec la DPV du Sénégal pour utiliser vraiment ce plan d'une façon pratique, l'adapter à votre réalité. Voilà, j'espère avoir répondu comme ça déjà à la question de la mine. J'avais une petite question aussi pour peut-être Madame Balayara ou Bruno, tu veux intervenir sur ce que j'ai dit pour Monsieur Lamine? Non, non, mais je voulais peut-être répondre simplement à Monsieur Alidou, qui dit dans Oui, le service, il y a plusieurs agents responsables de surveillance ou diagnostic. Dans ce cas, est-ce qu'ils vont tous s'appeler responsables de surveillance ou de diagnostic? Non, hein. Bon, quand on parle d'un responsable, pour nous, c'est un cadre ou un manager. Donc ça veut dire qu'il y a un chef quelque part qui va coordonner l'action des agents qui sont responsables de la surveillance ou du diagnostic. C'est pas toujours facile de choisir un titre, hein. Donc vous l'appelez chef de service, vous l'appelez responsable, chacun est libre de le faire. C'est les fiches de poste, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais évidemment, il y a des agents qui vont s'occuper de la surveillance. Et s'il y a par exemple 15 ou 20 agents dans l'ONPV qui sont chargés de faire la surveillance, ils ont sûrement un chef. Donc le chef, c'est le responsable de la surveillance. De même pour le diagnostic, ben, c'est au laboratoire. Donc il ne faut pas confondre évidemment les prélèvements échantillonnage avec le diagnostic. Et c'est un responsable de diagnostic dans un laboratoire de phytopathologie ou d'entomologie ou virologie, par exemple, ben alors c'est évidemment un responsable de laboratoire. Voilà, donc faut lire la fiche métier pour se rendre compte de quel niveau on parle. Simplement à titre indicatif, à côté du titre principal, nous avons mis des synonymes qui étaient les plus souvent rencontrés lorsqu'on a fait les focus group. Notre ami et collègue Emmanuel Prunier, qui a été responsable de ça avec Laura, a, a fait des focus group et a rencontré beaucoup de personnes pour essayer de savoir en français, en anglais, comment on désignait ces postes. Donc, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les faire. Bien sûr, vous savez que nous sommes dans un système ISO 21001, c'est-à-dire avec toujours évidemment le souci d'une amélioration continue. C'est un système évolutif qui est à votre disposition, mais qui est aussi évolutif grâce à vous. Donc si vous avez des choses à faire remonter, comme c'est souvent le cas, n'hésitez pas, évidemment, on améliorera l'outil. oui, tout à fait, Bruno. Et d'ailleurs, je pense que dans le catalogue que je partage ici, on a 63 fiches métiers. On est depuis passé à 70. Donc voilà, c'est un travail en permanence et on ne cesse d'améliorer ce référentiel grâce à vos retours. Ok. Comme je disais, j'avais une petite question, Madame Balayara, peut-être. Parce que ben voilà, vous êtes directrice pour le centre de formation de la DPV. Est-ce que vous avez un équivalent pour tout ce qui est plutôt lié à la sécurité sanitaire Oui, oui, on a un équivalent, oui. et qui s'organise comme, enfin, je ne sais pas si vous savez, est-ce qu'il s'organise comme vous ou est-ce qu'il y a quelques différences? Il n'y a pas de différence dans la mesure tout est intégré et tout est centralisé au niveau du centre.
Il arrive que le plus souvent, le centre est même un centre d'accueil. Donc, c'est des formations qui nous viennent donc de la division législation et quarantaine. Et là, ce qu'on fait, nous, on donne la salle, on donne tout ce qui est restauration. Et en plus, en tant que collègue aussi, on participe à ces formations. Donc, tout est un ensemble de, on va dire, ça forme qu'une seule unité. Voilà. Merci. Je demandais parce que Nurcel faisait aussi la remarque un peu dans le chat. Je sais qu'aujourd'hui, nos exemples étaient très centrés sur tout ce qui est autorité, enfin, Organisation nationale de la protection des végétaux. Mais ça n'empêche que tout ce qu'on a expliqué ici s'applique aussi aux autorités compétentes qui sont plutôt tournées vers la sécurité sanitaire. Alors, je vois pas beaucoup de questions arriver dans le chat ou dans les questions et réponses. Nursel, je ne sais pas si toi, tu veux intervenir. Oui, moi j'avais une question, je ne sais pas si Bruno peut répondre à ça. Merci beaucoup pour les présentations et pour l'intervention, le témoignage de Madame Balayara Diouf. En fait, je partage peut-être que pour l'ensemble des participants, ça semble facile, mais moi j'ai un peu l'impression en voyant ça que c'est un peu un travail un peu titanesque en fait. Peut-être parce que je le vois peut-être de manière globale. Mais je voulais demander à Bruno si on voulait aborder ce travail peut-être point par point ou morceau par morceau. Comment est-ce qu'on doit l'aborder? Est-ce que c'est par département? Est-ce que c'est par processus? Pour pouvoir un peu commencer le processus sans se dire, oh mon Dieu, je dois réunir tout le monde, me coordonner avec tout le monde, voilà, pour tester le système, peut-être aussi sur les processus les plus importants ou les plus problématiques. Voilà, merci. Oui, Nursel, ça m'étonne que tu renonces devant un travail titanesque. Toi qui es toujours pleine d'allant. Non, tu as raison, évidemment, j'ai donné les étapes, hein, mais je crois que Madame Assa Balayara Diouf a très bien fait de présenter d'abord un organigramme. Je pense qu'il faut partir de l'organigramme et puis se dire qu'on peut travailler service par service avec les personnes qui souhaitent travailler ainsi. Hein, donc, je ne crois pas qu'il y ait un processus qui soit plus nécessaire qu'un autre, parce qu'ils sont tous nécessaires. Sinon, le système ne fonctionnera pas correctement. Mais par contre, je veux dire, travailler service par service avec les gens qui veulent le faire, pour rester dans une enveloppe, je veux dire, maîtrisable et appliquer les choses. Bon, commencer par voir, est-ce que je peux faire une cartographie de mes propres processus? Imaginons que je suis la DPV du Sierra Leone et que je travaille. Est-ce que je peux d'abord faire mon organigramme? Je prends un service et ce service-là, quels sont les processus mis en œuvre par rapport à ce qui est présenté? Est-ce que je mets en œuvre un, deux, trois, quatre de ces processus et à partir de là, je peux dérouler étape par étape le système? Bon, voir est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il faut... Alors n'oubliez pas, je l'ai dit, hein, au collet AD, parce que ça c'est un outil, mais il y a beaucoup d'autres outils. Un des outils, je l'ai dit, c'est le RSAT. Il y a un système d'évaluation du système global SPS qui permettent de mettre le doigt sur les endroits qui posent problème dans le système. Et donc, c'est peut-être commencer par là, hein, commencer par faire un diagnostic de votre système. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante qui est, ah, qui intervient dans ce système? Où est-ce qu'on a un problème dans les missions? Donc, on passe aux fiches métiers, on regarde les fiches de poste des agents, est-ce que toutes les missions sont remplies? Et dans ces missions, est-ce que les activités correspondent? Il y en aura certainement un certain nombre en trop par rapport à la fiche métier, et d'autres peut-être qui vont manquer. Donc voilà, essayer de faire la correspondance, essayer de voir est-ce que
les choses sont bien balancées aussi entre les responsabilités. Euh, je vais prendre un bête exemple, mais connu certainement de tous ceux qui sont dans le SPS, mais on ne peut pas mélanger ce qui est l'évaluation et ce qui est la gestion normalement, hein. Les évaluateurs ne doivent pas être des gestionnaires, sinon il y a conflit d'intérêts. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut regarder. Ensuite, ben, quand on passe au métier, qu'on a identifié les choses, ben, alors on peut faire le bilan individuel à ce moment-là des agents, par exemple par interview, par questionnaire, et voir est-ce que je suis à un niveau de base dans mes connaissances, dans mon savoir-faire. Est-ce que je suis déjà à un niveau plus avancé, ou est-ce que vraiment là j'ai l'expertise, il n'y a pas de problème, je pourrais même apprendre aux autres à le faire. Donc, Euh, mais tu as raison, Nursel, hein, donc la tâche n'est pas simple, hein, si on veut faire l'entièreté du process, euh, voilà, je pense que le mieux, c'est quand même de décomposer pour avoir un plan de formation peut-être pour un service déterminé, et puis petit à petit pour l'ensemble des services. Ok, merci Bruno. Donc, c'est vrai que le RSAT peut aider certains d'entre vous. Par exemple, le Mali, je sais que vous êtes en train de procéder à une évaluation des capacités phytosanitaires. Ça vous donnera sans doute des pistes d'amélioration. Donc, il y a d'autres bases pour aller identifier, mais effectivement, travailler par service pourra sans doute permettre une appropriation du système morceau par morceau et une facilitation ensuite pour le dupliquer à d'autres services. Merci Bruno. Merci aussi, Nursel, pour la question. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat ni dans le Q&R. Donc, à moins que, un panéliste veuille encore intervenir, je pense qu'on va pouvoir conclure la session. Je ne sais pas, Nursel, si tu veux faire un mot de conclusion. Non, remercier à nouveau tous les participants, rappeler que un certain nombre d'entre eux sont déjà en contact avec les équipes pays, qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. Laura a partagé l'adresse support, qui est aussi une adresse pour nous contacter si vous ne savez pas trop à qui vous adresser. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse continuer à, à échanger pays par pays, structure par structure, sur l'intérêt que vous avez, que vous portez sur ces outils qui seront partagés avec vous. Si, lorsque vous recevrez ces outils, vous souhaitez plus d'informations, de... C'est parfois difficile d'exprimer certaines questions juste après un webinaire, mais après les avoir reçues, si vous avez des questions, si vous voulez partager un retour sur les fiches métiers telles qu'elles sont décrites, n'hésitez pas, vous l'avez entendu, on est dans un processus aussi où on est toujours content d'avoir des retours pour pouvoir améliorer nos outils. Donc voilà, merci beaucoup à Bruno pour cette explication très claire comme d'habitude. Merci à Madame Assabalayara et à Nala Bay, pardon, pour son intervention. Et merci à Laura et à Valérie ainsi qu'aux traducteurs. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Une bonne journée.